Thierry Breton, bonjour. Bonsoir. Vous êtes président directeur général d'Atos, ancien ministre de l'économie et des finances. Alors, on va démarrer. Parlons d'Atos d'abord. Comment va Atos? Donc, on dit SS2I, on dit entreprise de services numériques. Voilà, c'est un peu la nouvelle nomination. Écoutez, Atos a présenté son nouveau plan à 3 ans, son plan triennal, la semaine dernière. À tous ceux qui nous suivent, les analystes industriels, les analystes financiers, tous ceux qui suivent ce secteur, donc, ont pu assister à notre présentation triennale. On a donc un plan à 3 ans qui est ambitieux mais réaliste et qui montre des perspectives, je crois, tout à fait intéressantes pour les deux principaux grands métiers qui sont les métiers d'Atos. D'une part, le métier des ESN, comme vous dites maintenant, comme on dit maintenant plutôt, c'est-à-dire ces entreprises de services numériques qui offrent toutes les gammes de services numériques à nos clients, et surtout pour Atos, dont tout le monde sait qu'il est de très loin le premier opérateur européen industriel en tout ce qui concerne l'infogérance et le cloud, et on va en revenir dans un instant. C'est quand même près de plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en hébergement, en stockage, en processing de données. Donc c'est une plateforme industrielle extrêmement importante. Et puis on a ici un métier qui est un métier un peu à part chez Atos, dont nous sommes très fiers. C'est le paiement. C'est pas un petit métier puisqu'on réalise plus d'un milliard. C'est une activité filialisée aujourd'hui. Alors on l'a filialisé aujourd'hui. On représente 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On pense qu'on est vraiment l'un des tout premiers en Europe. Et alors là, il y a des perspectives de développement absolument considérables parce qu'évidemment, on en parlera aussi. Tout va devenir connecté, mais aussi parce que derrière il y a des activités marchandes. De plus en plus, il va falloir aussi trouver juste rémunération bien de tous ces actes, faits et gestes que l'on fait dans ce monde du numérique. Et les activités de paiement vont nous y aider. Donc, on a l'ambition de devenir un consolidateur important de ces activités de paiement donc en Europe, et voir pourquoi pas du reste. J'ai annoncé au cours de la journée investisseur de procéder à la mise en bourse de cette activité, si jamais les conditions de marché le permettent. On entend beaucoup aujourd'hui les fournisseurs informatiques dire que leur rapport avec leurs clients a changé. Ils sont plus dans une histoire de co-construction. Est-ce que vous le ressentez? On avait l'autre jour sur l'antenne de BFM Business le Courcelles, le patron d'Areva, qui le disait même dans le nucléaire. Voilà, c'est alors c'est pas forcément des co-entreprises, mais c'est des co-constructions. Là, c'était dans le nucléaire. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous sentez aujourd'hui, des clients qui demandent plus d'accompagnement, que vous preniez les risques avec eux? De toute façon, l'évolution naturelle, et on en reparlera encore sur le cloud, c'est que nous supportions de plus en plus sur notre propre bilan une partie importante des investissements de nos clients. Et pour une raison assez simple, c'est que dans la révolution actuelle en cours, la mutualisation de l'ensemble des infrastructures de traitement d'information que l'on peut désormais mutualiser pour un seul client ou pour plusieurs clients, permettent évidemment des économies importantes et permettent aussi plus de réactivité. Mais pour ça, il faut que ce soit nous qui portions de plus en plus ces infrastructures sur nos bilans et que nous fassions rémunérer à l'acte, à l'usage, ce qui nécessite donc évidemment une coopération beaucoup plus étroite. Alors on a deux volets en fait dans l'informatique pour les clients, dans les prestations d'informatique. Il y a les activités encore vues comme traditionnelles, et là on est plutôt dans des activités où le client va rechercher de la productivité, de la compétitivité tous les ans, c'est de la compétitivité, mais ça fait partie de notre métier et c'est ce qu'on fait. Et puis il y a une autre partie qui devient de plus en plus importante, où les clients, les DSI aussi, vont jouer un rôle de plus en plus important pour pouvoir utiliser précisément l'ensemble de ces infrastructures et services avec les données et le nombre incalculable de données que nous générons et qui créent véritablement leur numérique de demain. Ces DSI vont être chargés de plus en plus par leur direction générale de mettre en musique tout ça et d'aller conquérir, défricher puis conquérir ces nouveaux espaces de croissance qui sont constitués par l'exploitation des données laissées par leurs clients ou par les clients de leurs clients. Alors le le cloud, on va justement en parler, parce que vous avez été mandaté, Arnaud Montebourg, il y a 34 projets d'initiative, parmi eux il y a le cloud, donc vous êtes copilote de l'un des projets sur le cloud, avec le président d'OVH, Octave Klaba. Vous êtes aussi au niveau européen avec Jim Snabe, le patron de SAP. Voilà. Là on est dans cet univers des données. Donc voilà, donnez-nous un peu les quelques pistes toutes les pistes de réflexion autour de ça. D'abord il faut bien dire à nos téléspectateurs que nous on vit vraiment ça comme une révolution importante. C'est pas quelque chose d'anodin ce qui est en train de se passer dans l'exploitation des données, le big data et dans la mutualisation des infrastructures avec le cloud. C'est pas anodin. C'est une vraie mutation. C'est une vraie révolution. Elle s'appuie sur deux principes. Le premier, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tous les 2 ans, l'activité humaine, au sens large,
génère plus d'informations que toutes les informations qui ont été générées depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Donc on double ce flot d'informations absolument gigantesque. Vous, moi, tous ceux qui nous regardent, tous les jours, nous laissons une trace informationnelle par tous nos actes quotidiens. On peut savoir en suivant nos téléphones qu'on est passé ici, qu'on est passé par là, qu'on repassera par là. On peut savoir qu'on a acheté ci, qu'on a consommé ça. On peut savoir qu'on s'est couché à quelle heure. On peut savoir qu'on se fait réveiller à quelle heure. On sait au fond, on peut savoir. Alors ça intéresse peut-être pas tout le monde, mais en tout cas nous laissons une trace informationnelle qui, si elle est pertinente, si elle est mise en perspective, si elle est traitée de façon intelligente en fonction d'un objectif donné, eh bien, va pouvoir générer de nouveaux chantiers et de nouveaux espoirs de croissance et des nouveaux services. Donc ça, c'est le big data et c'est ces données. Et puis deuxièmement, pour stocker ces données, les processer, les retrouver, parce que l'un des éléments de cette révolution, c'est que là aussi, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ces données sont stockées de façon éternelle. Et on peut retrouver, on pourra retrouver. Et on a les outils, et on n'est plus obligé d'avoir des gros ordinateurs pour les trouver. Exactement. Et on a les outils, ils sont là, ils sont localisés pratiquement sur notre territoire. Et donc ça, c'est le cloud, évidemment, la capacité de mutualiser l'ensemble des infrastructures pour pouvoir avoir accès à ces données, les mettre en perspective, et puis ensuite générer, en utilisant des softwares, d'avoir de l'infrastructure as a service, des softwares as a service, des plateformes as a service, la possibilité, encore une fois, de les mettre à disposition de nos clients pour pouvoir, encore une fois, les concourir des nouveaux espaces de croissance. Alors, derrière, on voit bien que cet or numérique que constituent les données, pour pouvoir l'utiliser, il faut avoir la proximité. Donc, le continent européen, c'est ce qu'on se dit avec Jim Snabe. Oui, et d'ailleurs, il faudrait enlever cette ambiguïté, parce que lorsqu'on a parlé de Schengen des données, beaucoup, on a pu penser que c'était un peu du protectionnisme, qu'il fallait avoir, garder les données, garder les infrastructures dans nos frontières. Or, c'était pas du tout ça votre idée de... C'est-à-dire que Jim Snabe et moi-même, on est parti d'un principe qui est assez simple, c'est que quand on parle de tout ça, il faut des infrastructures importantes. C'est pas anodin. C'est des investissements assez considérable pour pouvoir faire bénéficier nos clients précisément d'économies d'échelle et leur offrir la compétitivité qu'ils nous réclament. Eh bien, il faut avoir des infrastructures larges. Il faut servir un nombre important de clients et évidemment le servir de façon transfrontière. En tout cas, il n'y a pas de raison à terme que l'on puisse pas, par exemple, sur un cloud, servir de la même façon, avec des mêmes éléments, des mêmes contextes réglementaires et de sécurité identiques entre la frontière belge et la frontière française, ou la frontière française et la frontière allemande. En fait, nous sommes un continent européen, on est 525 millions, 515 millions d'habitants aujourd'hui, on génère donc énormément d'informations. Si on les met en perspective, si on les stocke, si on les traite, on va créer de l'activité. Et pour ça, Jim Snabe et moi-même, et avec l'ensemble de tous ceux qui participent à cette ECP, European Cloud Partnership, nous pensons qu'il faut avoir un certain nombre d'éléments de régulation et de confort, parce qu'aujourd'hui, nos clients ont souvent encore un peu peur, mais mes données, on l'a vu avec cet été, qu'est-ce qui va se passer, qu'il va y avoir accès, est-ce qu'elles vont être là, est-ce qu'elles vont partir ailleurs. Mon dossier médical, j'ai envie qu'il reste quand même à proximité, que je sache où il est. Peut-être que mon dossier fiscal, j'ai pas envie non plus qu'il aille partout. Donc il y a des éléments qui concernent sa vie personnelle, des éléments de sa vie personnelle, des données personnelles qui sont attachées à votre activité ou votre parcours, donc, pour lesquelles vous n'avez pas envie peut-être de savoir qu'il y en a d'autres qui sont moins importantes. Donc il faut avoir ces éléments de confiance. Aujourd'hui, l'un des freins au développement du cloud, c'est que beaucoup de nos clients nous disent « Oh là là, mais on ne sait pas, mais qui va avoir accès, etc. » Donc nous, on dit qu'il faut qu'au niveau de certains pays, des pays pionniers, et c'est pour répondre à votre question, on pense qu'il faut des pays, 2, 3, 4 pays, qui puissent avoir, c'est la logique en anglais, de l'opt-in, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir adopté un même niveau de SLS, les informaticiens me retrouveront, des services level agreement, des niveaux de service. Donc, voilà, pour le processing des données, le stockage, l'archivage, et puis on est 2, 3, 4, 5, 6, puis peut-être 8, et puis 10 pays. Donc c'est la logique qui avait prévalu pour le développement de Schengen, c'est-à-dire quelques pays pionniers avaient adopté une même régulation, et puis ensuite il s'était élargi. Donc c'est cet élargissement qui nous intéresse. Mais c'est évidemment pas une ligne Maginot artificielle. Qui est difficile en numérique, forcément. Voilà, il faut pas je crois que bien naïf serait celui qui pense qu'on peut mettre des lignes Maginot dans le domaine de l'information. C'était des compréhensions un peu simplistes de ce qui avait été dit par cette éminente institution qui était l'ECP, que de dire, ce qui nous intéresse, c'est évidemment d'avoir des systèmes de régulation assez ouverts, donc c'est anti-protectionniste, c'est-à-dire qu'on veut vraiment avoir un système simple, clair, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, et puis tout le monde, bien sûr, a la possibilité de venir le faire. Mais on a un large marché, un marché des données, dont nous pensons qu'il est absolument indispensable, qu'il reste autant se faire que peu en Europe, parce que c'est la proximité de ces données
qui va permettre de générer de l'innovation. Et tous ces jeunes qui aujourd'hui vous inventent des nouvelles applications, ils l'inventent parce que précisément, ils vont chercher des données de façon originale, ils les mettent en perspective et puis ils vous vendent une application. Il faut que ces données restent en Europe, c'est ce qu'on pense. Et bien voilà, le message est passé. Merci Thierry Breton d'avoir été avec nous. Nous on se retrouve dans un instant, on va continuer à parler évidemment de numérique. L'actualité de la semaine, c'est tout de suite sur BFM Business.